En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Esprit Montagne, l'émission qui vous dit tout sur l'actualité des stations, sur l'actu des athlètes, les nouveautés, toutes les tendances. Et c'est en partenariat avec Ski Chrono et avec la complicité de son rédacteur en chef, Laurent Davy, en pleine forme. Bienvenue. Bonjour à toutes. Ça bonjour va à tous. Ça va très bien. J'ai manqué la première émission, le lancement de la saison, mais je suis là pour le reste. On aura de la peine à s'en remettre, mais merci encore d'avoir été avec nous, avec le cœur bien sûr. Alors Esprit Montagne glisse vers l'automne, ça y est. Et oui, les jours rabaissent, les feuilles tombent. Et la neige va descendre. Blanc, voilà, le cirque blanc va revenir. Et surtout, la fête est de retour. Bien sûr, la fête, l'événementiel, tout ce qui va faire bouger les stations, le ski, les sports de montagne et de glisse. Tout ce monde de la montagne sera donc à Annecy ce week-end avec le High Five qui est de retour. Il avait été annulé, l'édition des 10 ans l'année dernière, bien évidemment, comme tous les événements populaires. Et il est de retour avec Gaylor Pedretti qui, dans un petit instant, va être avec nous en vision. Salut Gaylor. Salut. Ça va? Merci beaucoup d'être avec nous. On te retrouve dans un petit instant. Tu vas tout nous dire sur cette édition des 10 ans. On salue quand même bien évidemment nos invités qui ensuite, en seconde partie d'émission, vont tout nous dire sur, on va dire, les nouvelles technologies qui nous permettent d'en savoir encore plus sur les stations et sur nos sorties. Avec Timothy McLean, bienvenue. Merci. Passionné de montagne et créateur de l'application Whymper, ça va? Avec l'accent, qui donc donne toutes les informations utiles et pratiques indispensable même aussi pour vos sorties en montagne avec Sébastien Delrue. Merci d'être là. Et bonjour, merci. Un grand spécialiste du tourisme et qui a donc créé l'agence matrice au pluriel, qui est une veille permanente sur les stations et surtout sur leur visibilité et en particulier sur les réseaux. Exactement. Merci d'être là. On revient avec vous dans un petit instant parce que tout de même, on va tout de suite on va tout de suite donner la parole à Gaylor qui a pas beaucoup de temps, j'imagine, parce que ça se prépare. Ce high five, ça y est, c'est là, ça arrive. Exactement. Demain soir, on lance les festivités avec la cérémonie d'ouverture et vendredi, le public arrive. Donc le temps court, mais on est content. On est hyper content de retrouver notre public, les marques, tout le monde. Donc excité. Ouais. Justement, Gaylord, à quoi va ressembler ce vrai faux anniversaire des 10 ans du High Five que vous avez mis finalement presque 2 ans à concocter? Ouais, c'est ça, c'est une biennale. Non, ça va être une grande fête d'ouverture de saison avec, comme toujours, des films au cinéma qui sont pas les mêmes qu'on avait prévus l'année dernière. C'est toujours des films en exclu. Donc ceux de l'année dernière qui étaient prévus, ils se sont retrouvés en ligne et là, ils se retrouvent au cinéma. Plus de 60 films au cinéma pâté à voir en avant-première. Et après, dans les jardins de l'Impérial, toujours autant d'animations, trampolines, tyroliennes, tout plein de manières de faire des activités outdoor. Un cinéma de plein air, des concerts, des conférences avec Protector Winter, Mountain Rider. Enfin, beaucoup de contenu, des humoristes qui viennent au High Five, des masterclass. C'est une grosse édition anniversaire et c'est sans doute la plus folle. Donc je suis hyper excité de préparer tout ça justement. Il a quand même beaucoup évolué ce festival en 10 ans. L'esprit est le même, mais c'est vrai qu'il s'est bien développé. Exactement, en fait j'ai grandi, j'ai voulu le faire grandir aussi. Dans le sens, au début c'était vraiment que des films de ski, maintenant on ouvre à plein de choses, à de l'humour, à la musique, on a même une partie food truck. Disons que pour moi, c'est important qu'il soit moderne ce festival parce que la montagne se mérite de l'être et de montrer qu'on n'est pas auto-centré que sur du ski. Quand on aime le ski, on peut aimer la musique, on peut aimer aussi assister à des conférences, apprendre des métiers. Donc c'est devenu une institution vraiment avec des personnalités connues qui viennent et toujours le lancement de saison. L'année dernière, il n'a pas eu lieu le High Five. Et l'hiver n'a pas démarré puisque les stations étaient fermées. Donc c'est de bonne augure de savoir que le festival a lieu ce week-end. Ça veut dire qu'on va avoir enfin un hiver normal avec des remontées mécaniques qui tournent. Et ça, pour moi, c'est hyper important.
Est-ce que justement, on va pouvoir rebondir sur cette saison passée? D'ailleurs, est-ce qu'on va, on va sentir cette année très particulière et cette saison blanche sur le high five cette année? Disons qu'on sent que les skieurs sont toujours hyper créatifs, c'est-à-dire que sans remontée mécanique, ils remontent la pente. Ça c'est important et ça veut dire qu'il y a plein de films qui sont tournés sur la rando, qui sont tournés sur l'accès à la montagne différemment, avec des vélos électriques, avec des skateboards électriques, ou il y a ceux qui sont allés en Suisse, en Suède, aux États-Unis, parce que là c'était ouvert. Mais le contenu du festival il est hyper riche. Et puis pour la première fois, on a des films du style avec Fabien Mayerhofer qui a fait un court-métrage avec un vrai synopsis, une histoire. Ça s'appelle Le Dernier Guide. Et c'est justement un clin d'œil au fait qu'il n'en reste plus qu'un sur Terre. C'est un guide et il se retrouve tout seul à monter, à crapahuter la montagne. Donc il y a vraiment tout type de films. On a La Dernière de Rancho qui fait son jubilé et tire sa révérence au festival. Donc on n'a pas un contenu moins bien, j'allais dire. On a un contenu tout aussi excitant, même plus. L'idée, Gaylord, c'était aussi de faire de ce high five des assises aussi de la montagne, alors avec un côté un peu informel. Là, ça va être réussi parce que pour la première fois, vous allez avoir la visite aussi de la ministre des Sports. Le samedi, on va pouvoir croiser Rancho et Roxana Maracineanu. Voilà. Allez. Ouais, son nom n'est pas facile, donc on l'appellera par son prénom ou Madame la ministre. Mais oui, c'est bien que la ministre vienne dans le sens où on garde un côté informel, on garde nos codes. Je garderai ma casquette, je pense que je lui en offrirai une même, pour qu'elle se fonde plus dans le décor. Mais ça veut dire qu'en plus de 10 ans, le festival il a été reconnu. On a aussi tous les directeurs généraux des remontées mécaniques de la Compagnie des Alpes qui seront là le samedi. Justement, d'habitude, ces gens-là viennent le jeudi, sur le côté un peu plus réunion pro. Là, ils viennent prendre la température du festival. Et je peux vous dire que y aura du monde, parce que la billetterie s'est excitée et le public, il attend ça. Donc je suis content qu'il y ait ce mélange d'institutionnels et de jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes, ils aiment toujours la montagne, le ski, ils la voient juste différemment. Et nous, on apporte ça avec notre regard. Et que tout se mélange bien, c'est top. Alors, institutionnelle, c'est de quoi elle parle aussi, la ministre? Elle était nageuse, elle est championne olympique, donc c'est un milieu aussi qu'elle connaît, bien sûr. Et puis, surtout, on va pouvoir venir en toute sécurité. Et vous avez justement géré ça depuis la billetterie? Exactement, forcément dans un contexte sanitaire comme on a, puisqu'il est toujours de rigueur, le pass sanitaire sera obligatoire. On a tout un tas d'accès de points de contrôle. Le premier point, c'est la sécurité. J'ai bien connu ça, parce qu'en 2015, on était dans une période d'état d'urgence, où il fallait quand même faire attention à tout ce qui était attentat, etc., où on fouillait tous les sacs et tout. Donc nos équipes techniques, elles sont bien au fait pour mettre tout en place et que ça se déroule très bien pour tous les âges. Les moins de 6 ans et les plus de 65 ans, c'est gratuit pour venir dans les jardins de l'Impéral. Donc on veut rester bon enfant et effectivement en sécurité. Il y a des espaces extérieurs, intérieurs, de toute façon, voilà, la sécurité, elle est partout. Il y a plein de choses à faire, là, on voit. Je peux... Ouais, pardon ? Je peux même rebondir, excuse-moi, justement, le village de Marc, par exemple, on l'a réadapté. Au lieu que ça soit un gros chapiteau, c'est plus des petites tentes, etc., qui forment un village pour que, justement, en extérieur, le port du masque ne sera pas obligatoire, puisqu'il y a le pass sanitaire. Au cinéma, il sera obligatoire. Mais on lira les sourires, et puis, vous savez, quand on sourit vraiment bien, on lit sur les yeux. Ça, c'est important aussi, parce que cette bonne humeur, elle est importante au high five. Oui, c'est vrai qu'il y a plein d'animations, on va pouvoir rebondir, tu parlais de rebondir, il y a le trampoline encadré par les ESF, il y a plein de choses à faire. Ski Chrono sera présent aussi sur cette édition anniversaire, on ne pouvait pas ne pas être présent. Donc voilà, on a grandi nous aussi avec Gaylord, on a beaucoup échangé, ça va être un plaisir. Je me posais une question, on s'aperçoit que tous les opérateurs touristiques veulent essayer de séduire la clientèle jeune. Votre secret, c'est quoi? Parce que quel conseil vous donneriez, par exemple, à Savoie Mont Blanc Tourisme, qui a cette quête de pouvoir rajeunir sa clientèle? En fait, il ne faut pas les cibler, il faut les toucher. Et quand tu les touches, c'est-à-dire que tu fais ce qu'ils aiment, ça les touche. Et ça fait l'effet rebond. J'ai une anecdote sur ça. Beaucoup de partenaires qu'on a sur le festival, c'est par exemple la banque Crédit Agricole des Savoies. Ça m'est arrivé il y a quelques années. La directrice m'appelle et dit « Mes filles adorent. Je ne connais pas votre festival, elles ne parlent que de ça. Ça fait 3 semaines qu'on a une tête pas possible à la maison, il faut qu'on bosse dessus. » Et en fait, ces jeunes-là qu'on a ciblés, nous, ils ont fait un écho énorme. Et ça, c'est un message que les stations doivent avoir. C'est-à-dire que parfois, on veut faire que des communications pour les parents, etc., parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat et tout. Mais en fait, il faut toucher les jeunes. Et les toucher, c'est les viser eux. Et en fait, quand on vise une cible, on ne peut pas mettre la flèche de partout. Donc, il faut toujours se donner des objectifs et se dire où le rebond.
bon. Et comme quoi, en touchant des jeunes, on peut avoir des moins jeunes. Et parce que des plus de 65 ans, je peux vous dire qu'il y en a sur le festival. Et ça aussi, c'est pas mauvais de toucher un public plus vieux, parce que les grands-parents, ils emmènent les petits-enfants. Et ça me tient à cœur. Moi, je suis très famille, très cible familiale. Et il y a de la place pour tout le monde en montagne, comme au High Five. Donc, il faut être sincère pour toucher les jeunes. Il n'y a pas de secret, en fait. Et il ne faut pas que ça soit que sur papier glacé. Il faut que la promesse, elle soit en vrai. Ça, c'est important. Il ne faut pas que la photo du repas soit belle et que dans l'assiette, ce soit pas pareil. Ça, c'est important et c'est sur quoi je me tiens depuis 10 années. C'est moi qui gère les réseaux sociaux. Je peux vous dire que je prends les critiques, je les intègre et je me dis on va faire mieux l'année d'après. Et voilà, il faut se remettre en question, tout simplement. Donc, c'est pas que sur papier glacé, c'est pas que sur les réseaux. On a un spécialiste des réseaux sociaux ici et des stations. C'est un discours qui vous parle, ça d'ailleurs, Sébastien? Ah oui, complètement. Il y a différents types de contenus. Il y a effectivement derrière même différents types de canaux. Et c'est ce qu'on regarde le plus. J'ai en tête, là, pour cet été d'ailleurs, la meilleure publication qu'on ait vue et qui a dépassé toutes les autres, je peux le dire, Avoria, qui a eu clairement un nombre d'interactions, un engagement, c'est-à-dire les partages plus les commentaires, pour faire simple, et qui a eu vraiment un retentissement énorme. Et on voit bien que dans ceux qui ont interagi, c'était vraiment les jeunes. Et toucher les jeunes, c'est pas que aller faire du supplémentaire, c'est quelquefois justement avoir une caisse de résonance énormissime. Et effectivement, le contenu, si vous allez le regarder, vous verrez bien qu'il est là pour faire aimer les jeunes et pas du tout aller les cibler ou vendre quelque chose dès le départ. Absolument, rester soi-même surtout. C'est une édition, ouais, bien sûr. Oui, Gaylord, juste, je sais que vous avez la capacité à anticiper et vous êtes déjà sur 2022. Ça sera quoi le thème de ce High Five 2022? Oui, alors, c'est vrai que depuis l'édition du High Five, moi j'aime bien mettre des thèmes déjà, et tu as raison, je prévois toujours le coup d'après. C'est-à-dire qu'en 2022, ça sera le thème des années 80. L'affiche est déjà prête. C'était un rêve de bosser avec la graphiste du Festival de Cannes. J'ai réussi, grâce au confinement, à pouvoir la toucher justement et à lui proposer. C'est elle qui fait l'affiche de 2022. Et pour moi, justement, petit exclu, je souffle les bougies des 10 ans du festival et je passe le flambeau. Parce que je trouve ça aussi important de transmettre. Disons que j'ai été beaucoup dans la lumière pendant quelques années. J'aimerais mettre en lumière maintenant des projets pour d'autres personnes. Et voilà, je trouve ça intéressant après autant d'années de passer le flambeau. Faut pas rester toujours en place tout le temps. Je voulais absolument que les 10 ans résonnent, qu'il y ait un écho de dingue. Donc effectivement, pour moi, c'est une course importante. C'est mon Kids Bull, on va dire. Et je donnerai les clés pour 2022. Et la personne fera partie de l'équipe de Sporter. Et pour moi, il sera temps d'être plus dans l'ombre, en consulting. Et voilà, il y a plein de choses que je veux faire en montagne encore. Donc ça fait depuis 99 que je fais de l'événementiel. Donc il y a des nouveaux trucs que je veux découvrir et faire découvrir. Bon, avis aux amateurs, alors la place de Gaylord va être libre. Oui, c'est un sacré. Ouais. On ne sait pas justement qui va prendre le flambeau? Non, justement, on fait une campagne un peu originale. C'est je veux prendre la place de Gaylord @like-zad.fr pour postuler. Et justement, on veut être étonné. Disons que moi, en fait, j'aime bien le milieu, mais j'aime bien ouvrir les portes du milieu. Et en fait, je voulais justement pas choisir. Parce qu'en fait, on peut se laisser surprendre par des personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça, c'est toujours important pour moi. Même quand je prends des photographes sur des événements, je fais pas toujours que dans l'alentour et j'essaye via les réseaux sociaux justement de dire tiens, qui c'est qui est motivé de faire partie de l'équipe de prod? Et tu te rends compte 10 ans après que celui que tu as trouvé un peu par hasard, il a grandi, il est devenu photographe du Freeride World Tour alors qu'il n'avait pas de connaissances dans le milieu. C'est important que le milieu aussi laisse rentrer en fait des personnes nouvelles et c'est ce que je voulais pour la place à prendre. Donc vous pouvez postuler. Qui que vous soyez, si vous êtes motivé, vous vous sentez apte, je serais content de venir voir le festival comme un festivalier. Il faut trouver la casquette. Hein. Oh, mais il va c'est ça, la double casquette même. S'il la donne à la ministre, il peut bien la donner à son successeur. Mais par contre, Gaylord, nous, si tu cherches un peu de lumière, on te la donnera toujours ici sur Télégrenoble, parce que c'est aussi important de voir des personnes qui croient en leurs rêves, qui partent de pas bien grand-chose et qui, au final, sont capables de faire des merveilles. Et surtout, de stimuler, de semer vraiment cet enthousiasme et de créer plein de choses autour de soi. Voilà, c'est important. Donc, il faudra venir en parler chez nous, d'accord? C'est gentil. Non, l'enthousiasme restera toujours. Hein. D'ailleurs, je pars de manière... dans un contexte positif. Au contraire, je voulais laisser le High Five quand il était bien en place. Mais bien sûr, la montagne, moi, j'y suis né, j'y mourirai. Et je parlerai toujours avec le cœur de la montagne. Et d'ailleurs, j'ai des projets par rapport à ça. Mais j'ai réalisé des rêves et je vais en réaliser d'autres, en fait. Le High Five, je voulais l'emmener ici. J'aurais pas pensé que ça aille comme ça. Je suis presque impressionné moi-même de là où on en est. Mais voilà, il faut donner les clés, en fait.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes justement en pleine effervescence. On te souhaite tout le meilleur pour cette dernière édition, ces 10 ans, et voilà, qui célébrera aussi peut-être le début d'une nouvelle ère. Merci Gaylor. Et comme nous, on a une équipe technique de compétition d'ailleurs qui est championne du monde, on va pouvoir rebasculer sur notre partie. L'actu, c'est dans le grand angle, hein, c'est traditionnel parce que oui, le cirque blanc se prépare et il y a toujours un petit peu d'actu aussi du côté de nos athlètes. Ils sont parfaits, merci Lise et Mathias. Un petit coucou à Nathalie Faure, bien sûr aussi notre chef d'édition. Et cette édition qui d'ailleurs, on l'a dit, bascule dans l'automne. Ça y est, ça se prépare. Et il y a une Coupe du Monde de ski déjà dans quelques semaines. Qui dit octobre dit Zolden, l'ouverture en Autriche, sur le glacier du Rettenbach. Et on se prépare. Les équipes de France de ski alpin ne sont pas allées comme l'année dernière en Argentine, à Ushuaia et au Chili. Covid oblige. Donc elles sont préparées sur les glaciers français et suisses, notamment à Saas-Fee. Donc des petites nouvelles de l'infirmerie parce qu'il y a quelques blessés. Mathieu Bellé s'est cassé le bras en descente à Saas-Fee et Johan Claret s'est cassé le nez. Voilà. Sinon pour les autres, c'est que le nez. C'est que le nez. Voilà, non, parce qu'il voilà, est non, mais il est solide. De beaucoup de choses. C'est un solide. C'est donc, ça. Il sera là encore plusieurs saisons, hein, vraisemblablement. Plusieurs saisons, je ne sais pas. Au moins une. À mon avis, au moins une. Après, on verra. Et ils seront au départ, je pense, de Lake Louise fin novembre pour la première Coupe du Monde de vitesse au Canada. Voilà. Les géantistes vont ouvrir le bal à Zolden. Hein. Tessa Worley donc, sera la tête d'affiche des Françaises de cette équipe qui est en reconstruction. Chez les hommes, bien sûr, Alexis Pinturo, numéro 1 mondial, sera là. Il va bien. Il se prépare. Il s'est préparé aussi à Saas-Fee où il avait un appartement. Il y allait de temps en temps. Et là, il va avoir le privilège de pouvoir skier la piste de course sur le glacier du Rettenbach, ce que n'auront pas les autres Français. C'est ça, numéro 1 mondial, ça ouvre des portes et les Autrichiens vont l'inviter à tester la piste durant 2 petits stages avant la Coupe du Monde, ce qui peut être un petit avantage. Avec l'objectif de passer de 2 à 4 globes dans sa vitrine. Après, voilà, il a beaucoup d'objectifs cet hiver. Il y a le gros globe, il y a les Jeux Olympiques à Pékin. Voilà, il y a un hiver assez riche. Oui, parce qu'on est en saison on est en saison olympique. Voilà. Ça y est, ça commence bien sûr. Et du côté des Nordiques, alors on a déjà eu des résultats, notamment au Martin Fourcade Nordique Festival, voilà. C'était au mois d'août, et Anaïs Chevalier, elle a cartonné. Voilà, c'est super ça pour imposée notre Iséroise. Dans ce show sportif. C'est une exhibition, mais en général, il se tire bien la bourre. Donc voilà, ils ont intérêt parce qu'il y a du monde. il y a du monde, il y a une réputation aussi, un gage de qualité à défendre. Très belle édition. Il n'y avait pas Émilien Jacquelin qui est lui aussi blessé en convalescence, blessé au poignet. Donc il a recommencé à tirer, il a recommencé à faire un peu de ski roue. Mais Anaïs est toujours là, voilà, on le voit. Et puis chez les garçons, c'est l'empereur. Oui, le jeune Norvégien. C'est ça. Je vous laisse. Non, j'arrive pas. Ouais, bon, allez, on n'arrive toujours pas à le prononcer. On n'arrive toujours pas à prononcer son nom. Ça va, on va y arriver. On va réviser. Ouais, non, on va pas s'y tenter. Émilien Jacquelin, ça c'est facile à dire, parce qu'en plus il vient du plateau du Vercors, notre Villardien. Donc, ici, il fait de la compétition, il court, il a même remporté les 10 km de la foire de Savoie. Alors, c'est vachement bien ça. Et il continue, c'est vrai qu'il court. On l'attendait aussi parfois au pédalier, c'est à vélo qu'il s'est blessé. Voilà, mais il revient, il sera en forme. Il sera en forme, je pense. Très bien. Et puis, alors, les Nordiques sont allés à Font-Romeu, du coup. Enfin, les biathlètes y étaient. Les Nordiques y sont allés aussi pour faire un peu de globule parce que Pékin, les sites seront en altitude, donc ça fait jamais de mal. Oui. Donc, Maurice Magnifica, qui lui aussi était en convalescence, a repris le ski roue. Sinon, les freestylers ont été à Saas-Fee. On les verra pour certains au High Five ce week-end. Ils vont faire des dédicaces. Kevin Rolland, Perrine Lafont, Ben Cavé. Donc voilà, Ben Cavé et Perrine Lafont qui seront sur le stand de ski chrono pour dédicacer. Voilà. Faut pas quand même qu'on passe pour des bras cassés. Je ne prononcerai pas son nom. Je suis à Lagride. Lagride. Voilà. C'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Quand il viendra ici, on apprendra à prononcer son nom, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui règne en maître. C'est la star montante du biathlon. Oui, mais il y a toujours des places à prendre. On verra ça, bien évidemment, aux Jeux de Pékin. Et donc, on parlait aussi de ce Hi-Fi Festival, de ski chrono qui sera présent, avec notamment un docu à la clé avec Antoine Deneria.
à l'honneur. Oui, c'est Dans la trace d'Antoine Deneria, Ski Héritage. C'est un documentaire qui a été tourné par Jonathan Gaillard et Alice Dumas, qui ont, pendant 2 ans, ont travaillé sur ce film pour montrer comment on passe du statut d'un sportif de haut niveau champion olympique à un entrepreneur qui fabrique des skis. Donc, comme je le disais à Gaylord pour la sélection quand il nous a pris, c'est pas un film de ski, c'est un film au cœur du ski. Donc, il y a quand même quelques images de ski parce que voilà, on voit après le produit fini à Courchevel et à Settenay où on a testé ces skis. On a le droit de voir le teaser? Si vous voulez. C'est vrai, on peut le révéler ici. Allez, en avant-première, le teaser Héritage réalisé, on le disait par Alice... Ski Héritage, pardon, Alice réalisé Dumas, par Alice Jonathan Dumas Gaillard. et Jonathan Gaillard. Les amis, on les regarde. Il est en train de réaliser un exploit. Antoine Deneria est en train de devenir Antoine Deneria, champion olympique. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait parce que ça fait toujours, c'est de l'émotion. On va dire ça comme ça. Ça peut pas s'effacer, ça. Là, on est donc dans l'atelier de mon père. Quand j'étais pas à l'école ou au ski, j'étais là à piquer des planches et des clous pour faire des cabanes, quoi. Quand j'ai rencontré Alain Zanco et que j'ai commencé à discuter avec lui de ski, les machines et les odeurs de bois, ça m'a rappelé des souvenirs. Alain, il est capable, au bout de 2 prototypes, de sortir un ski qui est très très bon. Bah, c'est un orfèvre, il a de l'or dans les mains. Antoine et moi, c'est une chose, mais bon, il faut mettre du monde derrière, il faut embaucher, il faut former des jeunes. Et donc là, on a un jeune qui s'appelle Julien et qui apprend le métier. Ça met la pression. C'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose à la fois intéressant et motivant. Enfin, il y a encore beaucoup de boulot, donc il faut pas se relâcher. Au contraire, c'est un peu comme si j'étais revenu au début de ma carrière. Et c'est à découvrir au Hi-Fi Festival. C'est diffusé dimanche 3 octobre entre 10h et midi au Pâté. Beaucoup d'émissions, oui, d'émotions. Oui, c'est vraiment, on est au cœur du cœur, au cœur du ski. Ouais, c'est voilà, il y a plein de choses qui remontent à la surface et qui remontent la pente. C'est vraiment un très beau documentaire et on est très fiers de l'avoir produit et de le réaliser. Eh ben, on vous souhaite un beau succès tout de suite, ainsi qu'à nos invités. D'ailleurs, sur cette émission, c'est le focus de la semaine. Et parce qu'il faut toujours être bien connecté aujourd'hui pour bien pratiquer ses passions, la tendance est au développement de la montagne numérique avec une nouvelle appli qu'on vient vous présenter ici avec Timothée. Bienvenue. Bonjour. Timothy. Ça va très bien. Avec donc cette application, alors Whymper, on écrit ça W-H-Y-M-P-R, c'est un petit clin d'œil d'ailleurs. Edward Whymper, un des pionniers de l'alpinisme, de l'âge d'or de l'alpinisme, il y a 150 ans, qui est venu à Chamonix et qui a commencé à gravir avec les guides chamoniards et d'autres, l'Aiguille Verte ou le Matterhorn, le Cervin. Et qui repose au pied de Chamonix d'ailleurs. Et enfin au pied du Mont Blanc, et vous avez enlevé le E. Oui, pour faire aussi le petit clin d'œil numérique. On connaît les Flickr, les autres apps de ce monde. Donc on voulait faire un lien entre l'âge d'or de l'alpinisme et nous, on veut être quelque part l'âge digital de la montagne. C'était malin, c'était bien vu. Qu'est-ce que c'est que cette application, Whymper ? En gros, cette application, c'est une app communautaire pour les pratiquants d'activités de montagne. Et l'idée de base, en fait, ça vient de nous d'un besoin, c'est d'avoir un endroit où on peut trouver toutes les informations dont on a besoin pour trouver des idées de sortie et pouvoir sortir en sécurité aussi. On sait, plus on a de la bonne info, plus on va pouvoir sortir en sécurité, donc c'était un point important. Alors ma question qui est très ignare, parce que moi je pratique pas la montagne comme sûrement aussi votre clientèle, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà beaucoup de choses qui existaient dans ce domaine-là ? En fait, il y a des apps
qui existent. Il y a des grandes apps qu'on connaît comme les All13, les Visorando, mais qui se concentrent plus sur, disons, vraiment de la randonnée grand public. Même si Visorando, c'est un peu plus technique. Maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution pour l'activité montagne. Enfin, moi, je ne suis pas un pro, mais je touche un peu à tout en fonction des conditions. Je vais aussi bien randonner que faire de l'escalade, du ski de rando ou de l'alpi à mon petit niveau. Et en fait, on s'est rendu compte que pour toutes ces activités, peu importe le niveau, on a besoin d'une information similaire, c'est-à-dire des descriptions d'itinéraires, de la carto, de la météo, d'un bulletin d'avalanche. Et aujourd'hui, on doit piocher dans plein d'endroits différents, dans son livre de topo, sur Internet. Et en fait, l'idée, c'était vraiment juste de simplifier ça. Et autour d'un cœur communautaire, donc on va retrouver, disons, un format Facebook, parce que l'information communautaire, ça a son importance aussi pour connaître les informations fraîches. Est-ce que le chemin passe, s'il y a une rimée ou pas. Et voilà, utiliser ça, pas juste comme, disons, de l'ego trip, c'est-à-dire se mettre en avant, mais vraiment, c'est une information en plus des autres informations. C'est-à-dire que l'information elle est donnée par les utilisateurs, enfin les pratiquants qui publient, comment ça se passe? Vous avez un filtre? En fait, à la base, nous, on agrège du contenu. Donc, on prend de l'information de différentes sources de qualité. Donc, par exemple, on a un partenariat avec les offices de tourisme de Savoie-Haute-Savoie. Donc, on a toutes les données. Dès que quelque chose est mis à jour, c'est mis à jour chez nous. Ou encore, on travaille avec des sites comme Camp2Camp, par exemple. Ou même des éditeurs professionnels à qui on digitalise le contenu. Des éditeurs de topo, les 50 meilleurs randos autour d'Annecy ou les meilleures escalades autour de Chamonix, où on va vendre ce contenu pro. Et en fait, l'app, c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire une app de base qui est gratuite. On va accéder à plus de 100 000 itinéraires, de la carto, tout le côté social. Et après, nous, notre modèle, c'est de vendre des services à valeur ajoutée. Si on veut vraiment profiter de l'app, il faut payer 30 € par mois. Si on veut les cartes, c'est 20 € par mois. Ou acheter des topos professionnels à 2-3 € au lieu d'aller acheter un livre en librairie à 30 € par exemple. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure, vous êtes, il y a une cordée? Oui, on est une petite cordée encore pour l'instant, mais à la base, j'ai créé ça avec mon cousin Xavier, qui est chamoniard d'origine, mais qui maintenant est à Copenhague. Moi, je suis à Chamonix et on a Nick, notre développeur, qui est aux Ouches, donc voilà, c'est un peu local. Et maintenant, on a aussi une personne sur Toulouse et une personne à Lyon aussi. C'est un véritable scan, en fait, que vous proposez en temps réel. Alors, on le voit sur votre appli, en fait. Voilà, on a c'est extrêmement précis. C'est précis. Après, ça dépend du niveau de carte. Donc, par exemple, on peut acheter la carte hygiène, comme sur d'autres applications, ou accéder à une carte 3D pour voir où est-ce qu'on se localise en montagne. L'idée, c'est vraiment de faire une plateforme simple et intuitive, où on peut en fait jouer avec tous ces différents éléments pour avoir la meilleure information possible. En temps réel également, c'est-à-dire avec toutes les données du jour, les actualisées. Oui. Ce qui est intéressant, c'est d'un côté ce côté communautaire. Donc les gens postent leurs sorties, donc on voit ce qui se passe sur le terrain. On peut parler avec eux, on peut suivre les gens, avoir des notifications. Après, nous, on a par exemple un partenariat avec Météo Blue, donc qui nous permet de donner de la météo au sommet, ce que personne d'autre fait aujourd'hui. Ou encore, on relaie les bulletins d'avalanche de Météo France ou même des avalanche.org aux États-Unis. Donc en fonction d'où vous vous localisez, l'app le saura et va vous montrer le bulletin d'avalanche du moment ou bien le bulletin d'avalanche du sommet que vous visez ce week-end, par exemple. Est-ce que vous avez moyen de pouvoir estimer la fréquentation? Est-ce que c'est plus en période estivale, hivernale? Quelle est la répartition un peu des accès? Bien sûr, on suit ça de près. Aujourd'hui, en fait, ça suit le monde de la montagne. Quelque part, moi, habitant à Chamonix, c'est un peu la même activité. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse activité janvier, février, mars. Après, un autre gros pic juillet, août, septembre, avec, disons, un peu plus calme, là, quand on va arriver en octobre, novembre. Et est-ce que votre appli va aussi permettre de juger, on va dire même de jauger l'itinéraire avant d'y aller? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un aspect sécuritaire qui est même primordial dans votre appli? Je ne sais pas si c'était le but. Oui, c'est primordial. Et nous, bien sûr, on ne peut jamais garantir la sécurité. C'est la montagne, c'est un monde dangereux. Mais plus on a de la bonne info, plus on va pouvoir sortir en connaissance de cause. Même en cours d'itinéraire? Même en cours de rando? Par exemple, un point important, c'est pouvoir enregistrer la sortie qu'on veut faire hors ligne, donc avec la carte, le tracé si on l'a, les descriptions. Ça, quand je suis en montagne, si j'ai pas de réseau, si je me retrouve dans un nuage, au moins je peux avoir une idée, consulter mon point de géolocalisation par rapport au fond de carte, par rapport au fond de carte hygiène. Donc ça, c'est des aspects très importants. Et aussi, tout l'aspect, disons, sécuritaire, aujourd'hui, on essaie de le mettre en mode gratuit. Donc par exemple, les inclinaisons de pente, en France et en Suisse, ça c'est en mode gratuit. Ça c'est important en ski de rando pour arriver à étudier le terrain, pour voir le risque d'avalanche. On sait qu'au-dessus de 30 degrés, il y a un risque d'avalanche en termes de degrés de pente. Donc voilà, tout ce qui est lié à la sécurité et aussi même à l'environnement. On a par exemple fait un lien avec la base de données Biodiv,
qui référence toutes les zones protégées des oiseaux, où il ne faut pas passer en ski de rando pour pas déranger les lagopèdes et ce genre de choses. Donc ça, par exemple, on peut rapidement le mettre sur le fond de carte pour être sûr quand on prépare son ski de rando, on ne va pas passer dans ces zones-là. Sans se substituer pour autant aux accompagnateurs ou aux guides. Ça, c'est important, c'est un complément. Ouais. Clairement, on n'est pas du tout un Uber du guide, on n'est pas là pour remplacer le guide. D'ailleurs, on le rappelle souvent sur l'app, on dit, voilà, si vous n'êtes pas, disons, autonome, on vous conseille de prendre un guide ou un accompagnateur. Donc, c'est de l'information, de la préparation. On a même des guides qui l'utilisent aujourd'hui et ça leur fait quelque part leur carnet de course ou peuvent même regarder ce que leurs clients ont fait pour se rappeler à quel niveau ils en sont ou quelle montagne ils ont gravi déjà. Combien d'itinéraires sont disponibles et sur quelle zone géographique ? Aujourd'hui, on doit être à 120 000, ça grossit de plus en plus on rajoute des bases de données. Et la zone géographique, c'est mondial. On a, par exemple, fait un partenariat avec USGS aux États-Unis, on a 40 000 itinéraires aux US depuis assez récemment, mais de manière plus exhaustive, disons, c'est vraiment les Alpes et les Pyrénées. Avec peut-être un développement futur ou est-ce que vous voulez finalement rester ciblé sur les Alpes, sur l'arc alpin en tout cas ? Non, clairement, l'objectif à terme, c'est de devenir la montagne de référence dans le monde. On a toujours ciblé très haut sommet, sachant que nous, avec notre modèle, avec des abonnements à 20 ou 30 euros par an, il nous faut de la masse. C'est des abonnements qui ne sont pas très chers. Donc clairement, nous, on considère qu'on pourra devenir rentable le jour où on est vraiment utilisé à un niveau mondial. Et j'ai envie de dire, est-ce que plus globalement, est-ce que c'est pas l'app aussi qui manquait pour avoir vraiment l'information la plus complète, la plus fiable, la plus détaillée pour la sécurité en montagne ? Parce qu'on sait qu'il y a souvent une multiplicité d'informations. Et chaque année, malheureusement, on dénombre toujours à peu près le même nombre de morts. C'est une constante, de morts en avalanche, bien sûr. C'est une constante, même s'il y a davantage de pratiquants et davantage de risques. Donc, on peut dire qu'il y a un progrès, mais est-ce que votre application peut être aussi une solution vraiment à l'information ? Nous, c'est un de nos objectifs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que vous prenez Wimper et vous êtes en sécurité, mais clairement, c'est rajouter toutes les briques au fur et à mesure, encore en début du projet. Donc, on a des briques à rajouter. Si vous regardez le produit il y a 2 ans par rapport à aujourd'hui, mais dans 2 ans, il sera encore mieux. Mais c'est clairement un des objectifs. On a par exemple un partenariat avec la Chamoniarde, donc l'Office de haute montagne, qui poste ses bulletins sur l'app. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 followers qui tout de suite reçoivent une notification quand le bulletin sort. Donc vraiment, c'est par la technologie, parce qu'il y a beaucoup de choses très bien qui se font, comment est-ce que nous, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice ? Bon, là, on parle de sécurité. Le but, c'est aussi le plaisir. C'est de bonifier vraiment son projet de sortie et c'est vraiment le but premier. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir trouver la sortie adaptée. Moi, une des fonctionnalités que j'adore, c'est pouvoir filtrer rapidement. Donc, on a 100 000 points d'intérêt. On est un peu effrayé quand on voit la carte et toutes ces options qu'on a autour de nous. Mais pouvoir filtrer, dire moi je veux faire une rando facile ou je veux grimper en 5C, et tout de suite, toc, je vois les falaises où je peux aller pratiquer. Donc c'est pour les nuls comme moi ou pour les pros et les pratiquants très chevronnés? C'est pour tous les amoureux des sports de montagne. Non mais c'est vrai, en tout cas c'est une référence, une aide qui nous permet aussi d'aller plus loin. C'est ça. Tout à fait. On vous souhaite plein de chances, de succès, de réussite, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de... Alors vous qui justement être monsieur digital et en particulier sur les réseaux sociaux, c'est une appli qui peut avoir de l'avenir et aussi pour le développement des stations, finalement, ça va avec l'un dans l'autre. Alors, puis on est particulièrement bien, je trouve, placé sur Chamonix, ce type de stations qui ont plus besoin que d'autres. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez même des belles perspectives de développement et puis du vrai travail là, à venir pour aller rendre l'application encore plus... J'allais dire sexy, mais c'est un mot que j'emploie souvent justement sur le côté digital. Donc, on va l'améliorer de plus en plus. Et déjà, on est présent bien ailleurs que Chamonix, souvent, en tant que, on entend, et on sait que Chamonix est un peu focus sur son nombril. Mais clairement, c'est bien aussi, on est tous mais aujourd'hui, quand je viens ici et je vois les belles montagnes d'Isère, il y en a des belles montagnes partout, et on est déjà bien présent partout en France. C'est pas mal, hein. On est bien aussi. Pour nous, c'est les plus belles, bien évidemment. Chamonix, il y a quand même de la concurrence. Ça, c'est sûr. Sébastien Delru, vous êtes un spécialiste du tourisme en montagne. C'est votre passion ? Ah oui, passion, oui, vraiment. J'étais dans les parcs d'attractions pendant un long moment et il n'y a rien à faire. On m'a mis sur des skis à 2 ans et demi. Alors, il y a eu le ski, mais pas que. Il a fallu que je vienne vivre en montagne un jour et j'y reste. J'y suis bien, particulièrement bien. Oui. C'est le plus grand parc d'attractions du monde. Ah, c'est pas un parc d'attractions. Aussi. Les montagnes, même si au niveau digital, je reconnais qu'au niveau des pratiques, etc., il y a beaucoup de... Il ne faut surtout pas que ça devienne un parc d'attractions. Mais au niveau du contenu, au niveau de ce que c'est, au niveau du produit,
Non, ce n'est pas On un n'est parc pas dans les d'attractions. montagnes russes, on est dans les montagnes. Non, D'accord. puis on vit en 3 dimensions ici, c'est magique. Magique, ouais. Absolument. Et donc, vous avez créé cette agence matrice. Qu'est-ce que c'est que cette agence matrice? Alors, il y a différentes choses. On va conseiller donc, sur une stratégie digitale un certain nombre de secteurs d'activité. Le sport, les parcs d'attractions, évidemment. Hein, mes premiers amours, où on a pas mal de parcs d'envergure qu'on conseille et qu'on suit, pour lesquels on va faire le travail donc, sur l'ensemble de la stratégie digitale. Et puis, évidemment, le monde de la montagne. Alors, on a de la chance quand même avec les stations en général, parce qu'ils sont particulièrement performants d'une manière générale. Et donc, on a un certain nombre, effectivement, de baromètres qu'on met online, qui sont disponibles pour tout le monde, hein, gratuitement. Donc, directement sur notre site, agencematrice avec un s.com, il y a juste à aller voir les baromètres. Et vous avez un baromètre pour le sport, vous avez un baromètre pour les parcs d'attractions, et surtout pour différentes stations ou sites touristiques. Et il y en a un particulièrement pour les stations de montagne. Et donc, tous les mois, on vient mettre à jour. Et ce qu'on se propose de faire, c'est d'être l'effet miroir de ce qui se passe sur la toile hors site internet. C'est-à-dire tout ce qui va se passer où ce n'est plus la station qui parle, mais où on parle de la station. Donc évidemment que la station a un tas d'outils pour faire en sorte de contrôler entre guillemets tout cela, d'adopter des bonnes pratiques et de faire en sorte qu'il y a des vrais retours. Et donc on voit bien de toute façon hein, que dans nos baromètres, et surtout d'ailleurs sur les stations de montagne, quand on a des stations qui performent, qui montent, généralement, 6 mois, 1 an après, ça se traduit dans le tiroir caisse directement de l'ensemble des acteurs et de l'écosystème de la station. C'est vraiment aujourd'hui une caisse de résonance indispensable. Quels sont les critères que vous avez mis en place pour justement établir ce baromètre? Alors c'est assez large. On va traquer 74 critères bien définis. Et donc, on va aller voir les géants, évidemment, tout ce qui passe sur Google, tout ce qui se passe sur Facebook, tout ce qui va aller se passer sur les réseaux montants. Et je vous dis, on a 74 critères, c'est quand même déjà assez large, qu'on va aller analyser. Petit point quand même qui est important, ce qu'on va analyser, ce sont toutes les données publiques. On ne va jamais aller chercher une donnée qui n'est pas publique. Ce sont toutes les données qui sont publiques, donc on va chercher soit manuellement, et après on a aussi un tas d'outils qui nous permettent d'aller plus vite, mais ce sont des données qu'on va chercher manuellement et toutes les données qu'on va aller chercher. Donc 74 critères pour simplifier la lecture. Ces 74 critères, on les a repris sur 5 grands indicateurs. Le premier, ça va être l'audience, donc combien il y a de personnes qui y vont. Le deuxième, qui est sans doute aujourd'hui le plus important, c'est l'engagement. C'est de voir à quel point la communication, le contenu a un retour. Le troisième point, ça va être les contenus, le type de contenu qu'on va aller noter. Le quatrième, c'est la e-réputation, c'est-à-dire que là, on va un petit peu plus loin. Le premier, on regarde combien il y a de monde, mais c'est plus trop ce qui intéresse aujourd'hui. Maintenant, c'est l'engagement. Quel est le retour? C'est ce qui va permettre l'engagement d'aller chercher sur ce fameux mot qui est conversion à un moment, hein, puisque c'est un monde économique quand même, la montagne, et comment on va réussir à en tirer économiquement du bénéfice. Et puis, une fois que c'est fait, la e-réputation, c'est vraiment important. Donc, c'est le quatrième critère qu'on va voir. Et donc, ça va être tous les avis, toutes les sortes d'avis. Évidemment, le Google Reviews, mais pas que. Il y en a énormément autour. La manière dont c'est noté, la manière dont c'est suivi, la manière dont c'est répondu, les avis positifs, les avis négatifs, etc., etc. Il y a de la sémantique. Et puis, il y a un cinquième point qui, pour nous, est particulièrement important. Et la montagne, et évidemment, les montagnards sont très avertis sur ce point. On parle de tourisme 4 saisons, on essaie de voir comment on va aller changer un petit peu le modèle d'une manière générale, le faire évoluer. 2 saisons, ça serait bien. Oui, mais c'est plutôt en bonne voie avec les derniers chiffres qu'on a eus. Et du coup, pour cela, il y a quand même l'empreinte carbone qu'on va aller voir. Et il se trouve que à chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux, sur le digital, ça a quand même un impact. Et du coup, il est important de noter. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'on note, mais on est en train de regarder pour que ça prenne un peu plus de place dans nos algorithmes et faire en sorte d'aller regarder si les bonnes pratiques sont bien appliquées pour avoir des vrais résultats.
mais quand on connaît les réseaux un petit peu, on s'aperçoit qu'aller trop publier, c'est pas bon, et donc ça a une empreinte en plus. Et on voit bien que ceux qui publient raisonnablement, à bon intervalle, qui connaissent bien les réseaux, ont des résultats supérieurs déjà d'un, et deux, ont une empreinte qui est inférieure. Et il ne serait pas possible d'aller continuer à développer la montagne comme on l'a fait aujourd'hui sans prendre en compte ce critère. Donc c'est un critère qu'on prend également. Et il nous reste qu'une minute d'ailleurs. C'est accessible à tout le public. On peut tous aller. C'est accessible à tout le monde. Alors après, on a effectivement des écosystèmes sur chaque station. On a des choses vraiment diverses. Mais pour le public, effectivement, agencematrice.com. Et là, vous avez toutes les informations et tous les baromètres qui vont apparaître. Ah, c'est vrai que c'est très intéressant ça. Merci beaucoup Sébastien Delru encore et beau succès encore avec justement ce domaine qui n'est pas toujours aussi parfois entré dans les habitudes de certaines stations aussi. C'est pas nouveau, mais certaines ont parfois un petit peu du mal à s'y mettre. On parlait d'e-réputation. C'est vrai que c'est important aussi de veiller à tout ça et vous allez y aider. Certainement. On fait tout pour. Allez, merci beaucoup. Le ski chrono nouveau est arrivé. Voilà. Il est dans les kiosques à partir du 4 octobre, sauf sur le Hi-Five sur Annecy, on en vend en première à partir du 1er octobre. C'est le numéro collector, les tests et plein de choses. Une interview de Vincent Vitoz, un portrait de Ben Cavé. Donc voilà, à dévorer avant de chausser les skis. C'est peu, 20 secondes pour parler de ce beau numéro. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Merci à tous d'avoir été avec nous et merci à vous de votre fidélité. Au revoir. Merci. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.